Passer les festivités de la Nativité et du Nouvel An sans accident, tel est l'objectif de la Gendarmerie nationale pour cette année. Un financement de 5 millions d'euros de la part de l'AFD pour le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Un financement axé sur le renforcement de capacités des formateurs. Et en Syrie, la violence se poursuit depuis dimanche entre rébellion et les proches du pouvoir. Vous suivrez les détails dans ce journal présenté par Tante Elsie Maroufi. Ravi de vous retrouver ce soir dans ce journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir. Appel à la dignité faite par le président Razouine de Paris et face à l'évolution de l'affaire Alain Ramarson, le président de la transition Engineering Razouine lance un appel aux uns et aux autres pour adopter un comportement responsable et digne, étant entendu que le peuple malagasy a droit à la sérénité et à la paix, notamment en ces festivités de la Nativité et du Nouvel An. Renouvellement du parc de bus, départ de la délégation malagasy pour la Chine, suite à l'initiative du président de la transition André Rajoelina sur le projet de renouvellement du parc de bus à Madagascar. Le directeur de cabinet de la transition, Ridara Johnson, a été désigné pour conduire une délégation composée de 12 transporteurs pour rejoindre la République populaire de la Chine. Cette mission consiste à visiter des usines de fabrication de bus afin de constater et de choisir dès lors les types de bus pouvant s'adapter aux besoins des transporteurs malgaches et pouvant également répondre aux attentes des usagers des transports en commun à Madagascar. La dite délégation quittera le pays ce lundi 24 décembre 2012. Par ailleurs, le directeur de cabinet de la présidence de la transition et les représentants des transporteurs tiendront un point de presse ce vendredi 21 décembre à partir de 10h au Palais d'État d'Ambutrouitch. Ce point de presse aura trait à l'objet principal de cette mission de la délégation malagasy en terre chinoise. Ainsi, tous les journalistes sont confraternellement invités à couvrir ce point de presse, mise en place terminée au Palais d'État d'Ambutrouitch à 9h45. Des autres sujets, le Premier ministre Jean-Omer Berizik a reçu la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage, Madame Gulnara Shahinyan, aujourd'hui au Palais d'État de Mazariv. Une rencontre axée sur les droits de l'homme qui occupe une place importante dans le processus de sortie de crise. Les détails. Au cours de cette rencontre, l'experte des Nations Unies a insisté sur l'importance de l'application des lois existantes à Madagascar en vue de faire respecter les droits humains. Madame Gulnara Shahinyan incite le gouvernement malagasy à prendre des mesures concrètes visant à lutter d'une part contre la pauvreté et d'autre part contre toute forme d'esclavage moderne à Madagascar. La lutte contre ce phénomène est l'affaire de tous, poursuit-elle, et c'est pour cette raison notamment qu'elle suggère l'harmonisation des activités entreprises par les différentes organisations privées ou étatiques concernant la sensibilisation de l'ensemble de la population. Pour sa part, le Premier ministre a rappelé que l'existence des traditions constitue parfois un frein dans la lutte contre l'esclavage moderne. Le gouvernement travaille actuellement pour harmoniser les dînes avec les lois en vigueur, a-t-il ajouté. Pour lutter efficacement contre les différentes formes contemporaines d'esclavage, il faudrait s'engager dans un processus à long terme dont la base est l'éducation citoyenne dès le plus jeune âge. D'ores et déjà, le gouvernement de transition en tant que tel va poser les règles de ce mécanisme afin de préparer les actions du futur gouvernement issu des urnes. Notons que chaque département ministériel impliqué dans cette lutte adressera des recommandations pour Madagascar au Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui seront intégrés dans le rapport final qui sera présenté par Madame Gulnara Shahinyan en septembre 2013. Regroupement des différents démembrements de la CENIT avec les chefs districts aujourd'hui, le but étant d'assurer un processus électoral fiable à partir de la base. Plus d'explications avec Karen Rakutanian. Le ministère de l'Intérieur et la CENIT collaborent ensemble pour aider les démembrements de la CENIT dans les provinces dans l'objectif d'assurer un processus électoral fiable.
Selon le ministère de l'Intérieur, Florent Rakoutarsou, le dernier regroupement s'est déroulé la semaine dernière à Antsranen. Comme celle organisée dans les chefs-lieux de province, la réunion a été assistée par tous les responsables de la commission électorale régionale, la commission électorale de district ainsi que les chefs de district. Durant le démembrement, les responsables ont porté à la connaissance de tous que les chefs de district n'ont pas le droit de diriger une réunion ni de donner des ordres au démembrement de la SONIT locale, mais seulement leur venir en aide en cas de besoin, selon toujours le dire du ministre Florent Rakoutarsou. Le ministre a rappelé que la SONIT se charge de l'organisation et les préparatifs des élections seulement sur le plan technique. Et le ministère de l'Intérieur, pour sa part, va garantir l'appui logistique et administratif au démembrement pour un processus fiable. Et on enchaîne avec la sécurité. Passer les fêtes de fin d'année sans accident et bien accueillir 2013 était au centre de la conférence de presse au camp de la gendarmerie nationale d'Ankadla ce matin. Des actions seront menées à partir de demain jusqu'à la fin des fêtes pour renforcer la sécurité. Olivier Ndjamampian sur un reportage de Jocelyne Thiav. La sécurité sera renforcée pendant les fêtes de fin d'année. L'effectif des forces de l'ordre au niveau des arrondissements sera renforcé par les MOREG, une mesure qui concerne Antananarivo et ses environs. Les milieux où se passent d'importantes transactions financières, les magasins et les marchés seront quadrillés. La population est priée de ne pas s'en alarmer. En cas d'alerte, des numéros d'urgence sont disponibles, le 119, le 305 et le 17. La personne qui appelle ne doit pas oublier de donner son adresse. Des fouilles de cartes d'identité nationale auront lieu de temps en temps, de jour comme de nuit, surtout dans les petites ruelles entre les maisons. 17 attaques à main armée ont été enregistrées pendant ce mois de décembre. Une attaque de ce genre par mois se déroule dans les tasses Bungulav et Antirabé. Pendant les fêtes, la police, la gendarmerie et l'armée collaborant à maintenir l'ordre. Le KCST Alain Ramarson et sa convocation ont été évoqués à l'occasion. Les enquêtes commencées seront poursuivies après les instructions judiciaires. La collaboration entre le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Agence française de développement, ou AFD, se poursuit. Un financement d'un montant de 5 millions d'euros figure parmi ce partenariat. Nathalie Léab nous en dit plus. Jean-David Naudet, nouveau directeur de l'Agence française de développement installée à Madagascar, a annoncé lors de son audience au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle la continuité d'une longue et pérenne collaboration entre les deux entités. Un financement de 5 millions d'euros pour l'enseignement technique et la formation professionnelle résulte de cet entretien. Selon le ministre de tutelle Jean-André Djemanzar, tout doit se faire rapidement car beaucoup reste à faire et surtout face à cette lenteur administrative pour débloquer les fonds. 5 lycées dans la grande île vont bénéficier d'un renforcement de capacité de ces enseignants et des matériels pour l'apprentissage des métiers. Et à présent, nous allons suivre les actualités en bref. Le ministère de la Santé publique a procédé ce matin à des actions sociales à l'hôpital Achiera. 400 hospitalisés ont obtenu des aides telles que des bouteilles d'huile, des nouilles instantanées, un sachet de riz, des biscuits, des bonbons et des jouets pour les enfants malades. Une journée qui a commencé par une messe de soutien aux malades à la chapelle de l'Achiera. Notons que cette journée dédiée aux actions sociales se poursuit demain, mais cette fois-ci aux hospitalisés de Befelatan. On sait que la sécurité se rétablisse petit à petit à Tivouri, dans la région d'Anos, même si les Dahal y ont fait ravage durant des mois, témoignent la population locale et les chauffeurs de taxi-brousse qui travaillent dans cet axe sud de Madagascar, car les attaques contre les voitures de transport ont cessé ces derniers temps. Dans le district de Betchouk, quant à lui, les responsables locaux ont exprimé leurs sentiments car l'opération Tanchka sera encore maintenue chez eux, et ce, dans l'objectif de veiller à la sécurité durable en l'absence d'actes de banditisme et le vol fréquent de bovidés. Nombreux enfants du Fouktan d'Amboulkand ne vont pas à l'école faute de moyens des parents. Ils bénéficient des aides venant des associations qui prennent en charge les enfants démunis, les orphelins et les illettrés. L'épouse du ministre de la Communication est venue apporter son aide à ces enfants en distribuant des jouets à ce jour proche de la fête de Noël. 1000 enfants ont bénéficié de ces cadeaux selon Mme Clarisse Radzasson.
Le centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches, spécialisé dans l'éducation et l'orientation professionnelle des enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle, célèbre son 40e anniversaire. Leur vocation reste inchangée, optimiser l'autonomie de ces derniers ainsi que leur intégration sociale. Nathalie Léabi, Inena Rakut Medanar. 120 jeunes de 6 à 16 ans poursuivent un accompagnement spécifique encadré par 38 éducateurs du centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches à Andripé. Un appui à l'intégration socio-familiale, favoriser l'épanouissement physique et social afin d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes handicapés mentaux et le fondement de cette ONG. Ce que nous avons fait depuis ces 40 ans, il faut le dire, qu'on a mis en place cette structure, mais non pas seulement pour ça, mais nous avons essayé de mobiliser tout un chacun pour créer d'autres structures d'accueil comme nous avons fait dans les provinces. Nous essayons de sensibiliser les décideurs, nous avons fait des bulletins d'information et nous accueillons au centre des stagiaires. Pour son 40e anniversaire, des parents et des professionnels regroupés dans ce centre seront félicités et récompensés. L'ONG Les Orchidées Blanches est ouverte à toute proposition de financement et de donation. Nous étions toujours aidés, soutenus, et on remercie d'ailleurs tous les partenaires. Et maintenant, nous songeons à créer vraiment à mettre en place une grande maison où nous allons louer afin de pouvoir avoir une source de financement pour faire marcher le centre. Leurs attributions dans l'éducation et l'orientation professionnelle de ces jeunes, présentant une déficience intellectuelle continue, afin que ces jeunes ne soient pas une charge pénalisante pour la société active, mais des partenaires dans le développement socio-économique du pays. À l'étranger, rébellion et proches du pouvoir s'affrontent davantage en Syrie, une situation favorisant le départ en exil de la population depuis dimanche. La situation sur place. Ces images postées sur Internet sont les premières montrant les combattants de la rébellion syrienne pénétrant mardi dans le camp de Yarmouk, le grand camp de réfugiés palestiniens du sud de Damas. Appuyés par des combattants palestiniens opposés au régime, ils ont réussi à prendre le contrôle d'une grande partie du camp, au détriment des pro-syriens du FPLP, commandement général d'Ahmad Jibril. Toutefois, selon le journal Al-Watan proche du pouvoir, l'armée qui encercle le camp préparerait une opération d'envergure pour en déloger les insurgés. Un premier bombardement dimanche qui avait fait 8 morts dans une mosquée avait été suivi de plusieurs raids, semant la panique dans la population. Terrorisés, une grande partie des 150 000 Palestiniens sur les 500 000 installés en Syrie depuis 1948 ont ainsi été poussés à un nouvel exil. Un photographe de l'agence France Presse a vu des centaines d'entre eux entassés dans des bus et des voitures au poste frontière de Masna avec le Liban. 2000 sont passés entre dimanche et lundi et l'affluence est toujours très grande. Maltraités une nouvelle fois par l'histoire, ceux réfugiés au Liban en appellent au seul organisme de la planète qui s'occupe encore de leur sort. Nous demandons à l'UNRWA d'agir rapidement et d'élaborer un plan d'aide pour les nôtres en nourriture, éducation et santé, et avant tout en logement ou loyer pour nos réfugiés de Syrie. De leur côté, le Hamas et l'autorité palestinienne ont fermement condamné les bombardements contre les camps et le président Abbas a demandé à l'ONU de laisser les réfugiés de Syrie entrer en territoire palestinien. Et maintenant, suivez les restes des actualités internationales dans le monde en bref. Les Sud-Coréens aux urnes pour élire leur nouveau président. Et cela pourrait être une femme. Park Geun-hye, la candidate du parti conservateur, est donnée gagnante par les derniers sondages. Âgée de 60 ans, elle est la fille d'un autocrate qui a régné 18 ans sur le pays avant d'être assassinée. L'enjeu du scrutin présidentiel est de taille, relancer l'économie de la 4e puissance asiatique et apaiser les relations avec le voisin nord-coréen. Les États-Unis disent non à la poursuite de la colonisation de Jérusalem-Est. Israël s'apprête à y construire 5000 nouveaux logements. Le département d'État américain s'est dit profondément déçu et qualifie ces nouvelles colonies de provocation. Elles compromettraient la viabilité d'un nouvel État palestinien. L'autorité palestinienne a de son côté menacé de saisir la Cour pénale internationale.
Le président irakien va mieux. Victime d'un accident cérébral mardi, Jalal Talabani reste néanmoins hospitalisé dans un hôpital de Bagdad. Âgé de 79 ans, le président irakien de santé fragile a déjà suivi plusieurs traitements médicaux à l'étranger. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, Jalal Talabani est présenté comme un pacificateur influent entre les différentes communautés du pays. La grogne des enseignants du primaire au Canada. Dans la province de l'Ontario, la plus peuplée du pays, ils étaient 35 000 à faire grève. Les enseignants protestent contre le gel de leur salaire pendant 2 ans en raison de coupes budgétaires, mais également contre une loi controversée qui restreint leur droit de grève, une loi qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Le journal est terminé. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, restez avec nous. Le programme continue sur la chaîne nationale. Au revoir.